Bonjour Olivier, Bonjour. contente de te revoir. On se connaît depuis, je pensais à ça tout à l'heure, ça fait plus de 20 ans en fait. Waouh. Ouais, on s'est rencontrés à l'époque à la fac de psycho, donc à l'université de Louvain. Donc ici, depuis maintenant plusieurs années, tu es directeur de recherche au Fonds belge de la recherche scientifique, donc le FNRS. Tu es aussi professeur de psychologie à l'université de Louvain et l'université libre de Bruxelles. Et tu enseignes notamment, pas exclusivement, mais la psychologie de la santé et la psychologie des émotions. Et tu as plusieurs domaines de recherche de prédilection, notamment, là aussi pas seulement, les interactions entre les émotions, la personnalité et la santé. Et aussi, ben là, depuis quelques temps, tu fais partie de ce groupe d'experts psychologie et corona en Belgique. Alors, merci de nous accorder un petit moment d'exploration sur des thèmes autour de la situation actuelle que nous traversons, qui a comme spécificité de tous nous concerner. C'est vrai, on a un petit peu parlé ensemble avant. Souvent, on voit des infos où certaines populations sont confrontées à quelque chose, où nous-mêmes, nous pouvons être même au niveau individuel, être confrontés à la maladie, à la mort, etc. Puis ben là, tout d'un coup, bouf, c'est le monde entier qui est concerné, qui est affecté. Et ben, au fond, en quoi est-ce que cela nous affecte ou en quoi est-ce que ça crée quelque chose de particulier? Donc effectivement, pour moi, c'est une situation tout à fait unique d'être tous concernés et dans le monde entier, parce qu'on peut considérer que dans certains cas, un pays entier est concerné. Si on Mhm. prend l'actualité récente, on peut penser que toute personne qui vit en Syrie est concernée par ce qui s'y passe, tout le monde, n'importe quel citoyen, mais le reste du monde regarde la Syrie avec un regard extérieur. Mhm. Ici, en fait, ce qui est particulier, c'est qu'on peut vraiment considérer qu'on est tous, dans notre pays et dans tous les pays concernés, en fait. Et alors, on n'a pas ce double regard qu'on a d'habitude, qui est entre ceux qui sont victimes et nous qui ne le sommes pas et qui regardons la situation de l'extérieur et qui essayons de comprendre et qui essayons d'aider, en fait. Mhm. Et donc, dans toutes nos actions, à tout moment, on a ce double rôle, en fait. Mhm. Et donc, ça veut dire que les hommes politiques qui sont en train d'essayer de trouver des solutions et proposer notamment différentes règles pour éviter la contamination, les virologues, les médecins, les instituteurs, tout le monde a sa vie professionnelle et sa vie avec le Covid, en fait. Et ça, c'est vraiment une situation très particulière d'être autant impliqué. Donc, on doit chacun y réfléchir. Nous, comme chercheurs aussi, on est dans une situation très particulière, c'est qu'on doit essayer de réfléchir, d'investiguer la question, mais on n'est pas détaché en fait. On n'a pas ce détachement habituel qu'on a quand on est en train d'examiner une question de recherche particulière, quoi. Et donc ça nous force à être prudent aussi et à chaque moment bien se rendre compte qu'on est impliqué dans ce qui se passe et de le reconnaître. Et comme certains l'ont dit, à un moment donné, j'étais à un débat où il y avait un homme politique et une infectiologue. Ils ont tous les deux dit, mais vous savez, on en a complètement marre, quoi. Je trouvais que c'était bien qu'ils le disent parce qu'ils montraient que même si ça les prend tous les jours, et cette reconnaissance aussi, qu'à tous les niveaux, en fait, les gens sont éprouvés Mhm. par ce qui est en train de se passer. Mhm. Ouais. Et du coup, c'est intéressant quand tu parles de cette situation avec cet homme politique et cet virologue. euh, Nous pourrions croire, en tout cas du point de vue ici de la citoyenne que je suis, par exemple, que bah, ces personnes devraient savoir. On peut les considérer comme des experts et ces personnes devraient savoir. Et comment se fait-il que ces personnes changent de consignes? Euh, et ça peut être très troublant aussi, cet aspect ou cette dimension de ne pas avoir des repères ou des personnes, entre guillemets, qui savent et qui ont de l'expérience et qui peuvent orienter les choses de manière stable, j'ai envie de dire. Oui, effectivement, et dans cette notion d'expertise, ce qui est compliqué, c'est qu'on peut considérer que quasiment personne n'est expert. On pourrait imaginer des experts dans le sens où des gens qui ont vécu une situation similaire, il y en a très peu, en tout cas dans nos pays. On sait qu'il y a eu des pandémies ailleurs, mais dans nos pays. Je dirais les seuls qui peuvent éventuellement se donner cette étiquette d'expert, ce sont des gens qui travailleraient sur les maladies infectieuses et les pandémies et qui depuis des années savent que ça va nous arriver. Et Mhm. ce n'est que quelques personnes. Tous les autres, en fait, on est tombé dedans au mois de mars. Certains, avec le regard de scientifiques, ont essayé de comprendre la situation, mais il faut bien se dire qu'au départ, on ne savait rien. Et donc, il y a eu cette confrontation avec un inconnu énorme
et avec une nécessité d'en apprendre sur très très peu de temps et de devoir aussi ingérer cette connaissance immense qui est en plus en train de s'accumuler. Donc en fait, on est tous de nouveau avec cette notion de, on est tous dedans. On est en fait tous des néophytes par rapport à cette situation. Et donc, il faut être prudent quand on utilise cette appellation d'expert. Et en même temps, ce serait, je dirais, l'écueil, hein. Ce serait de dire, ah, mais du coup, on jette le bébé avec l'eau du bain et on ne se fie plus à rien. Donc, ici, tu disais, mais nous, en tant que scientifiques, on essaie de réfléchir à la question, on essaie d'accumuler des connaissances. Et donc, est-ce que nous pouvons aussi, donc c'est vraiment un et pas un ou, nous laisser enseigner ou nous fier aussi à la méthodologie de réflexion qu'amènent les scientifiques. Et là, pour le coup, il y a une expertise, c'est dans la manière de réfléchir, hein. Absolument, et c'est peut-être quelque chose sur lequel on n'a pas eu assez l'occasion de parler, parce que chaque expert, avec les guillemets que je voudrais mettre, parle de sa question personnelle et donne sa réponse, que ce soit un psychologue sur des aspects psychologiques, un virologue sur des aspects virologiques, mais on ne parle pas assez aussi de la démarche scientifique, en fait. Or, c'est vraiment très, très important, parce que pour le moment, beaucoup de gens s'improvisent nouveaux scientifiques et se constituent des vérités basées sur quelques éléments. Or, la science est basée sur le consensus. Et ce qui me semble assez dangereux pour le moment, c'est que certaines personnes peuvent, sur la base des résultats d'une ou deux études, considérer que c'est ça la vérité. Or, on sait très bien en science que normalement, la connaissance s'accumule sur des années, voire des dizaines d'années. Ici, il y a une compression des connaissances qui arrivent à toute allure, et on ne peut vraiment faire confiance à un résultat que quand il est répliqué de nombreuses fois dans des contextes différents. Et là, ça commence à devenir sérieux. Et quand il y a 10, 20 études qui vont dans la même direction et seulement 2 ou 3 dans une autre direction, là, on a des évidences assez stables. Mais pour le moment, les gens se contentent de la première étude qui leur tombe sous la main en disant, ben voilà, c'est ça l'explication par rapport à ce problème-là, et s'improvisent en fait scientifique. Or, il y a une démarche particulière, une réflexion et aussi une prise de distance suffisante que pour pouvoir analyser aussi avec des critères de qu'est-ce que c'est une bonne recherche, quelles sont des recherches qui sont beaucoup plus questionnables au niveau méthodologique, par exemple. Ça, c'est des aspects pour lesquels la plupart des gens n'ont pas une formation suffisante que pour pouvoir attribuer des critères de qualité à une étude donnée. Et c'est ce que nous, on peut apporter et qui est très important. Donc, c'est intéressant parce que ça nous amène, je dirais, toutes et tous à beaucoup d'humilité. Parce qu'au fond, on est là dans une situation qu'on peut ressentir comme urgente, donc une nécessité d'aller vite, et en même temps, la recherche scientifique a besoin de temps. Et je peux imaginer aussi que tous les experts, entre guillemets, peuvent se sentir pris entre ces deux feux, et aussi toute la préoccupation, évidemment, par rapport à la dimension humaine et sociale qui est présente. Mais du coup, merci de nommer ce que tu dis là, parce que je pense que ça peut aussi nous aider à continuer à nous en remettre à la recherche scientifique ou aux experts scientifiques. Quand je dis experts, là, c'est par rapport à l'expertise de la méthodologie de la recherche scientifique. Et puis aussi, même si on est dans une situation jugée comme urgente, de pouvoir, j'ai envie de dire, tolérer aussi le fait qu'il y a besoin de temps et qu'on ne peut pas faire l'économie d'une certaine temporalité, au fond. Absolument, cette notion de temporalité, on a chaque fois la rappeler, même si on a des besoins urgents, comme on veut le plus vite possible avoir un vaccin et on accélère le tempo par rapport à une manière habituelle d'obtenir un vaccin. C'est la même chose dans toutes les disciplines. Et donc, effectivement, je te rejoins à cette notion d'humilité. On doit être extrêmement humble parce qu'on est confronté à des choses nouvelles auxquelles on n'a pas été confronté précédemment. Et aussi, normalement, avant de pouvoir s'avancer en tant que scientifique, on a besoin de temps et de recul. Et là, on est obligé de se prononcer à certains moments sans ce recul parce qu'il y a aussi une nécessité de se prononcer. Par exemple, dans le groupe Psychologie au Corona, on se donne comme obligation aussi de donner des recommandations pratiques parce que c'est aussi nécessaire, mais il faut aussi les prendre avec toute la distance et l'humilité qui est nécessaire. C'est qu'on ne peut faire que des analogies avec d'autres situations qui ne sont pas exactement les mêmes, dans lesquelles on sait que ce genre de manière d'agir va être efficace. Mais ici, on est dans une situation qui reste quand même en grande partie nouvelle. Inédite, oui, tout à fait. Et parlant de situations nouvelles, on en parlait un petit peu tout à l'heure,
en préparant ce petit moment de rencontre. Au fond, là, on est dans une situation de bouleversement absolument inédit, comme tu disais tout à l'heure, vraiment qui nous mobilise tous de manière collective à travers la planète. Et peut-être que tu peux en dire davantage sur cet aspect-là tout à fait inédit. Et tu disais même tout à l'heure, depuis la Deuxième Guerre mondiale, là, pour la première fois depuis lors, on est mobilisé au niveau mondial avec une énorme adversité et aussi des conséquences importantes sur nos libertés. Oui, tout à fait. Donc, je vais d'abord être très prudent sur cette comparaison. Il y a quelques précautions d'usage à avoir d'abord pour oser mettre une comparaison avec la Deuxième Guerre mondiale. Donc, évidemment, on n'en est pas du tout dans une situation Oui. aussi grave, je dirais, qu'au moment de la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait un péril énorme pour les libertés et aussi des millions, vraiment des millions de morts et des millions de gens qui ont été affectés d'une manière terrifiante. Donc, on n'est pas au même niveau d'intensité, ça je tiens à le dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, depuis 1945, tous les gens qui sont nés après 1945 ne peuvent pas dire, je pense, qu'ils aient connu quelque chose de plus difficile au niveau collectif. Chacun, au niveau individuel, a connu des situations d'adversité, mais au niveau collectif, au niveau de l'ensemble de la population, c'est sans doute l'événement le plus majeur par sa durée. Hein, il n'est pas là, comme on a vécu à certains moments, au moment d'attentats terroristes, de quelques jours, de quelques semaines, même de quelques mois. On est là sur une temporalité qui sera sans doute de plusieurs années. Euh, et, euh, et donc, ça, avec notamment ce que tu disais sur la restriction des libertés, effectivement, on a des restrictions de liberté énormes en période de couvre-feu, probablement qui est un autre terme qui fait penser à la guerre. C'est effectivement quelque chose de tout à fait inédit, de se dire tous les jours, je dois être chez moi à 22 heures et je ne peux plus mettre un pied dehors. Et toute une série d'activités qui nous paraissaient évidentes ne sont plus possibles. Et donc, c'est pour ça que j'ose dire qu'il n'y a rien d'équivalent dans ces termes de restriction. Et donc, ça veut dire aussi que ça va vraisemblablement nous marquer profondément. Dans les premières semaines, les premiers mois, quelques collègues me disaient, mais tu sais, on va revenir à nos pratiques habituelles. Tout va recommencer comme avant. D'ici 3 mois, les gens vont recommencer à voyager. Ils reprendront l'avion, ils traverseraient le monde entier. Je pense que plus ça dure, plus on peut constater que non, en fait, ça va créer une réflexion profonde, je pense, chez chacun sur sa manière de fonctionner. Et après, espérons, soyons optimistes, dans un an, si dans un an les choses vont vraiment mieux, tout le monde aura un regard totalement différent sur sa vie en général, ses rapports au monde, ses rapports à la solidarité, ses rapports au voyage, sur plein d'aspects différents. Mhm. Donc, alors, euh, est-ce qu'on pourrait mettre des hypothèses sur les directions dans lesquelles ça peut nous emmener pour la suite, hein? Alors, on peut avoir certaines hypothèses optimistes. De nouveau, si on prend cette analogie de la Deuxième Guerre mondiale, on a pu voir qu'après des guerres, et la première aussi, il y a eu le suffrage universel, il y a eu la sécurité sociale, il y a eu les droits de l'homme. Donc, on voit quand même que des moments d'adversité importants donnent lieu alors à des mouvements de solidarité extrêmement importants et de sociétés qui se préoccupent des autres et qui sont dans cette dynamique solidaire. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui pourrait tout à fait se passer. Mais il ne faut surtout pas négliger aussi le fait que les conditions d'adversité actuelles ne sont pas de la même ampleur pour tout le monde, que certains ont le luxe d'avoir cette possibilité de penser à l'avenir parce qu'ils continuent à avoir un boulot, ils continuent à avoir un salaire, et donc leur vie n'est pas affectée fondamentalement par rapport à d'autres qui ont perdu leur boulot, qui sont dans des conditions d'incertitude totale. Et donc, je pense que chez certains, il y a des réflexes plus d'autocentration et d'individualisme. Et donc, je dirais que ce n'est pas gagné d'avance. Si on veut effectivement que la société s'oriente vers plus de solidarité, d'empathie et de préoccupation pour les autres, il faut aussi l'orienter dans cette direction, même si je pense vraiment que ça peut être un des effets positifs, je dirais, d'une crise. Dans les crises, il y a toujours des enseignements et des effets positifs à en tirer. Mhm. Oui. Du coup, parce que bon, ça peut sembler submergent de dire, mais mon Dieu, je vais essayer d'orienter l'évolution de la société vers plus de compassion, de considération, de solidarité, mais de manière là aussi très humble, mais aussi réaliste. Nous pouvons chacun nous questionner sur notre manière d'être en relation avec autrui, malgré
toutes les consignes sanitaires pour favoriser ces qualités humaines qui peuvent être certainement bénéfiques pour toutes et tous. D'un point de vue simplement personnel, je remarque quand j'ai un comportement de générosité ou de solidarité, je me sens mais tellement bien. Donc c'est aussi quelque chose de très vertueux au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Donc je me dis, mais tiens, est-ce que chacun, là où nous sommes dès aujourd'hui, à chaque instant, nous pouvons, de manière réaliste et simple, soutenir par nos petites actions ces qualités humaines. Et il y a déjà plein de choses qui ont été faites en réalité depuis le printemps. Est-ce qu'on peut aussi valoriser ça, voir quand cela arrive et contribuer modestement? Absolument. Donc, ces petites actions qu'on peut faire au jour le jour, elles sont extrêmement importantes et je pense que ceux qui en en bénéficient le plus, c'est ceux qui ont pu changer leur niveau d'attente aussi. Parce que pour le faire, il faut aussi changer ses niveaux d'attente. Les gens qui sont dans une réflexion qui est mes vacances de l'année passée ont été gâchées et l'année prochaine, peut-être que je ne pourrai pas partir en vacances. Toutes les fêtes que je prévoyais d'organiser l'été passé, que je ne pourrais même peut-être pas organiser l'été prochain, les gens qui sont dans cette pensée constante en gardant le même niveau d'attente, c'est assez insupportable et ils sont dans un état de frustration, de dépression sans doute assez intense. Donc la première chose, c'est d'accepter qu'il faut changer ses niveaux d'attente et qu'en acceptant de changer ses niveaux d'attente, il y a alors toute une série d'actions, effectivement, comme tu les décrivais, qui vont être à la fois très utiles pour toute une série de gens autour de nous, mais aussi très valorisantes pour nous, comme prendre le temps de téléphoner longuement à des gens qu'on aime bien et avec qui on n'a pas eu beaucoup d'occasion de parler récemment. Un petit geste pour un voisin, par exemple, qui est dans la difficulté. C'est des choses qui vont faire très plaisir à ces personnes et nous, ça va nous faire plaisir aussi de faire plaisir aux autres. Donc là, il y a effectivement toute une série de gestes qu'on peut faire qui seront des gestes qui peuvent contribuer effectivement à nous rendre plus solidaires de manière globale, mais à partir de gestes individuels. Merci Olivier. Et j'ai comme envie de rester avec ça. Au cœur de ces moments d'adversité, nous pouvons être attentifs à ce qui se passe au fond dans notre esprit, dans notre cœur, nos attentes, puis parfois on est très centré sur soi. Puis quand on réalise ça, on peut aussi choisir d'être un peu plus attentif aux autres et par des petites choses contribuer à plus d'ouverture et des choses vertueuses pour nous et pour la société. Un grand merci Olivier. Avec plaisir. Et à très bientôt. Prends bien soin de toi. D'accord, merci. Toi aussi. À bientôt.